Élysée la bataille, le podcast des services politiques de France Info pour tout savoir sur la présidentielle à venir. Bonjour, c'est Neila Latrousse, épisode 28, depuis le studio 421 de la Maison de la Radio et avec moi, une équipe très spéciale. Richard Verly, correspondant permanent à Paris du quotidien suisse Le Temps. Stefano Montefiori, correspondant à Paris du quotidien italien Corriere della Sera. Julia Boruta, directrice de bureau de l'ARD de la radio allemande à Paris. Juan José Dorado, journaliste indépendant, correspondant pour le quotidien La Région. Et le local de l'étape, Jean-Jérôme Bertolus, France Info. Qu'on ne présente plus, chef du service politique de France Info. Salut à tous, déjà l'épisode 28, enregistré à 17 jours du premier tour et les commentateurs sont unanimes. C'est une présidentielle à nul autre pareil, campagne atone, simili-campagne disent certains, absence de débat public, les qualificatifs ne manquent pas. Dans le champ politique, les plus durs à droite évoquent déjà une élection confisquée. Ah bon, vraiment? Mais qu'en pensent ceux qui ont peut-être un tout petit peu plus de recul que nous, les correspondants de la presse étrangère à Paris? Élysée la bataille, racontée par nos voisins, c'est le thème de cet épisode. Et je lui dirais, en russe, «Я хочу сказать гордому русскому народу, что мы должны вместе строить мир в Европе. И начать войну с Украиной было бы ужасной ошибкой». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je veux dire au fier peuple russe que nous devons construire la paix en Europe et que commencer une guerre avec l'Ukraine, ce serait une terrible erreur. Voilà comment Valérie Pécresse s'adresserait au fier peuple russe, dit-elle, et au président Poutine. C'était à la télévision française sur France 5 début février. Cela fait partie des moments insolites de cette campagne inimaginée, percutée d'abord par la crise sanitaire, puis maintenant par cette guerre aux portes de l'Europe en Ukraine. Moi j'ai une question pour les correspondants de la presse étrangère. Est-ce qu'on parle encore de la présidentielle française chez vous et en quels termes ? Oui, on parle du côté espagnol de la présidentielle française parce que pour nous, parmi les pays européens, la présidentielle ou l'élection la plus importante, c'est celle de la France. Je pense que nous, on a ce regard et cet intérêt pour votre présidentielle, quand vous avez ce regard et cet intérêt pour la présidentielle allemande. Pour nous, vous êtes le premier pays en échange commercial, vous êtes nos voisins et donc nos relations sont très étroites et donc on suit de près ce qui se passe du côté de la France à toutes les élections et particulièrement donc la présidentielle. Stéphano, ça va aussi pour l'Italie? Ça va aussi en général, d'habitude. Cette fois-ci, c'est tout à fait différent. Normalement, s'il n'y avait pas la guerre en Ukraine, on dirait une page ou deux chaque jour à la présidentielle française. Là, la situation a complètement changé et comme nos médias sont assez monothématiques, on préfère dédier 20 pages à la guerre en Ukraine et donc finalement la présidentielle française est un peu effacée. Julia, juste à l'instant, Juan José disait les Français s'intéressent à la campagne allemande en général. Est-ce que les Allemands s'intéressent eux aussi à la campagne française? À vrai dire, les présidentielles françaises, là, sont quand même passées au second plan depuis la guerre en Ukraine. Avant, on nous demandait beaucoup d'analyses, notamment de l'extrême, sur l'extrême droite en France. C'est un phénomène qui intéressait beaucoup en Allemagne. On a même dû freiner quelque part pour que cela ne prenne pas une place démesurée, surtout le phénomène Zemmour, mais depuis la guerre, on galère pour placer les élections dans les programmes de radio allemande. Richard Verly. Alors dans le cas de la Suisse, il y a cette fracture linguistique qui joue un rôle, c'est-à-dire que pour les Suisses francophones, le spectacle politique français demeure de très loin le premier spectacle, même maintenant, même avec cette campagne présidentielle. Ça reste un spectacle. Oui, ça reste un spectacle parce que d'abord c'est un spectacle qui nous intéresse directement, on connaît les conséquences de ce qui se passe en France sur cette partie de la Suisse, et puis les personnages, la manière d'être, le rythme, la scénarisation d'une élection présidentielle n'a rien à voir avec la tranquillité de notre système parlementaire helvétique. Richard, toi, donc, tu es correspondant permanent à Paris du quotidien suisse Le Temps, mais tu viens aussi de publier un livre, La France contre elle-même, aux éditions Grasset, de la démarcation de 40 aux fractures d'aujourd'hui. Un voyage, alors je sais pas si c'est en train ou en voiture, mais dans ce qu'on appelle parfois un peu facilement la France profonde, voyage en littérature aussi, puisque tu t'es replongé dans certains textes de l'après-guerre. Est-ce que le fait politique de cette campagne pour toi, c'est les antagonismes, la défiance? Je pense que c'est surtout l'absence de vision globale de la France. C'est-à-dire que ce qui m'a frappé, alors j'ai suivi un itinéraire très particulier, c'était l'idée du livre, c'était de suivre la ligne de démarcation de 1940 qui avait été imposée par l'envahisseur nazi. Et pourquoi cette ligne de démarcation? Parce que elle a vraiment marqué finalement
sans doute le moment le plus fort de l'histoire contemporaine durant laquelle la France a été menacée de disparition. Ce qui m'avait donné cette idée, il y a aussi d'autres raisons personnelles, mais c'est quand Zemmour avait dit la France est menacée de disparition. Or, à ce moment-là, en 1940, là, vraiment, la France est menacée de disparition. Or, ce qui est frappant quand on va sur cet itinéraire qui traversait en gros la France au milieu d'est en ouest, c'est que la France ne disparaît pas. Et aujourd'hui, quand on parle aux gens qui vivent le long de cette ligne, des territoires d'ailleurs souvent plutôt éloignés des métropoles, ils ont le sentiment qu'on ne s'adresse plus à eux. Et c'est pas seulement Emmanuel Macron, c'est un propos général. C'est-à-dire, au fond, cette idée que le discours politique pour la France est un discours qui s'adresse à un public de gens qui vivent dans les métropoles, de gens qui vivent dans des grands bassins d'emploi. Et ça m'a beaucoup frappé. Alors, est-ce que c'est une fracture au sens où ça a été écrit dans des livres comme l'Archipel français? Oui, évidemment, mais c'est surtout un ressenti. Le ressenti est devenu un ressenti d'exclusion du débat politique. Et ça, c'est dur de lutter contre un ressenti parce qu'on parle d'émotion, on parle de psychologie. Et là, il y a vraiment un travail de fond à faire. Jean-Jérôme Bertolus, chef du service politique de France Info. On te retrouve, Jean-Jérôme, avec... Moi, j'ai une question très simple pour toi. Est-ce que toi, dans l'exercice de la campagne, tu vois que les candidats et leurs équipes ont un rapport différent, traitent différemment les correspondants étrangers de la presse française, les Juan José, les Stéphano, les Richard, les Julia? Ils sont mieux placés que moi pour répondre à cette question. Comment sont-ils traités par les différents candidats? Moi, ce qui me frappe quand même pendant cette campagne, c'est que contrairement aux campagnes précédentes, je vais vous faire bondir, on parle très peu d'international. On parle, bien sûr, de la guerre. On parle, bien sûr, de l'Europe, puisque la France dirige l'Union européenne pour quelques mois. Mais en fait, on parle très peu, les candidats s'emparent très peu autrement des enjeux internationaux. Ça veut dire, par exemple, je vous donne juste un exemple, bien l'Europe, justement, ne fait pratiquement plus débat. C'est-à-dire qu'on a quand même des candidats qui ont une vision de l'Europe très différentes les uns des autres. On ne la retrouve pas aujourd'hui. Ça ne fait plus débat. On a quelques assertions sur l'OTAN. Faut-il quitter le commandement intégré de l'OTAN? Oui, pour effectivement Jean-Luc Mélenchon. Mais c'est tout. Et en plus, c'est redoublé par le fait que aujourd'hui, contrairement aux présidentielles précédentes, eh bien, les candidats vont très peu à l'étranger. On a vu effectivement les candidats, appelons-les comme ça, de la droite, Éric Zemmour, Marine Le Pen se rendent à Budapest. C'était avant la guerre en Ukraine. On a vu Valérie Pécresse. Déjà, ça sentait effectivement le côté affrontement avec la Russie. On a vu Valérie Pécresse en Arménie, mais on n'a pas du tout vu les candidats le faire comme d'habitude, enfin tous les 5 ans, aller par exemple voir les communautés françaises à l'étranger, rencontrer les dirigeants étrangers, en tout cas en Europe, pour, disons, à la fois recueillir les soutiens et se confronter effectivement à une vision de l'Europe. Donc, paradoxalement, oui, c'est dans un cadre très international cette campagne, mais on n'a jamais aussi peu parlé des enjeux internationaux. À la place, il y a un terme peut-être qui s'est imposé, c'est celui de souveraineté, que lui on entend partout. Est-ce que dans vos différents pays, la souveraineté est autant aussi un enjeu, alors je vais pas dire politique, mais tout le moins électoral? Alors en Suisse, c'est incontestable. C'est même l'enjeu numéro 1. Vous savez que la Suisse, d'une part, est neutre, d'autre part qu'elle n'est pas membre de l'Union européenne, et enfin que depuis à peu près 20 ans, elle a une droite radicale, extrême droite, à 30% des suffrages. Donc quelque part, M. Blocher, le leader de l'extrême droite suisse, est le père de tous les souverainistes nationalistes européens. Il a été le premier à rentrer au gouvernement. Juan José. Alors nous, un double standard. Mais l'Espagne est un pays extrêmement décentralisé. Et vous avez la plupart des leaders politiques espagnols, quand vont dans les différents territoires en Catalogne, ils n'ont pas le drapeau espagnol derrière. Quand ils vont au Pays Basque, ils l'ont pas derrière. Quand ils vont en Galice, ils l'ont pas derrière. Après, au niveau international, oui, on est souverainiste. De toute façon, vous savez, l'extrême droite, Richard Fessé-Aluson, en Espagne, il représente que 15%. Mais pour le reste, au niveau national, on n'est pas souverainiste tel que vous l'entendez aujourd'hui en France. Ça vaut aussi pour l'Allemagne, Julia? La décentralisation? Ouais, j'allais dire. Je pense que la souveraineté, non, ça fait pas vraiment, c'est pas quelque chose qui domine, parce que d'un côté, l'Allemagne se sent déjà souveraine parce que économiquement elle est très forte, donc c'est confortable, ça donne une certaine souveraineté. En même temps, on est organisé de manière fédérale, donc à l'intérieur de l'Allemagne, on a une liberté. Et puis en même temps, après la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne a surtout misé sur l'implantation du pays dans les structures internationales. Donc c'était ça le focus.
la souveraineté, on la voyait là-dedans. Maintenant, avec la guerre en Ukraine, je pense qu'il y a une autre notion, c'est celle de l'indépendance européenne, la souveraineté européenne, qui a quand même un effet, parce que là, on s'est réveillé, on a compris qu'en fait, il faut investir plus dans la défense, il faut investir plus dans l'indépendance énergétique, et là, ça crée quelque chose de nouveau. Oui, la souveraineté a été fondamentale dans les dernières années en Italie, et d'autant plus qu'on a eu un gouvernement souverainiste, carrément souverainiste, après les élections de 2018. Le premier gouvernement du président du Conseil, Giuseppe Conte, était formé par le mouvement 5 étoiles et la Ligue, et il affichait un programme carrément souverainiste et très sceptique à l'égard de l'Europe. Après, grâce à la particularité du système politique italien, sans de nouvelles élections, avec le même Parlement, on a trouvé une nouvelle majorité au Parlement, et maintenant les mêmes élections ont exprimé un gouvernement très européiste, donc à l'opposé du gouvernement de 2018, et avec une politique tout à fait différente. Ça, c'est un peu la particularité italienne. Je voudrais vous faire écouter 2 candidats. We go now to Paris, France, for a special interview with French President Emmanuel Macron. It's time to deliver, it's time to rush, and President Biden is 100% right to do so. First of all, I want to say that during the 4 present years, your citizens, your entrepreneurs, your investors, some of your states, were very committed to the Paris Agreement and this trend, and did reduce their emission. But I think the decision taken by your president in January this year was super important. Welcome back. I was extremely happy. Emmanuel Macron en anglais sur CBS en avril dernier. Je vais essayer de traduire avec ce que j'ai compris. Je pense avoir plutôt saisi l'essentiel du message. Il s'adresse aux Américains après le retour de Joe Biden dans l'accord de Paris. Pourquoi je vous l'ai fait écouter ce son ? Parce que il y a un candidat qui est juste aux antipodes. C'est Éric Zemmour, qui pas plus tard qu'en janvier dernier sur BFM TV disait ceci. Vous parlez anglais, Éric Zemmour ? Trop mal. C'est-à-dire que vous, chef d'État, à Bruxelles ou ailleurs, vous conversez comment avec les autres chefs d'État ? En français. En français ? Oui, vous savez, le général de Gaulle disait on ne parle pas la langue de l'Empire. Donc oui, je parlerai le français, et non pas parce que je parle bien ou mal l'anglais, c'est parce que je veux défendre ma langue. Si le président de la République française ne défend pas sa langue, qui le fera ? Et je demanderai à ce que les réunions européennes cessent, oui, d'être systématiquement en anglais. Il y a d'autres langues en Europe, il y a le français, il y a l'allemand, il y a des grandes langues en Europe, et on n'a pas besoin de parler anglais maintenant que les Anglais ne sont plus là. Julia, là, il vous appelle, Éric Zemmour, il dit parlons allemand dans les instances de l'Union européenne, parlons aussi espagnol, italien. Est-ce que c'est des débats qui émergent chez vous, le rapport entre langue et souveraineté, justement ? Non, pas du tout. Je trouve ça, si je peux me permettre de dire ça comme ça, c'est ridicule et ouais. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on comprend pas en Allemagne. Juan José, on demande à parler espagnol en Europe ? Non, on ne demande pas du tout à parler espagnol, mais c'est quand même parce que Zemmour arrive à justifier politiquement le fait qu'il n'a pas appris de langue. Stefano, l'Italie demande à parler italien ou... Non, pas du tout. Et en plus, je pense qu'en général, c'est toujours mieux de savoir parler plusieurs langues que d'en connaître aucune langue étrangère. Mario Draghi en parle plusieurs, je crois. Oui, surtout il parle très couramment anglais. Et Enrico Letta, qui était aussi président du Conseil italien, parle parfaitement anglais et français aussi. On l'a vu récemment dans un débat avec Marine Le Pen. Je pense que, comment dire, c'est toujours un atout. Jean-Jérôme ? Oui, on s'en souvient plus très bien, mais en fait, en 1974, à l'issue de la campagne présidentielle, Valéry Giscard d'Estaing, qui souhaitait en quelque sorte rompre avec, on va dire, l'uniformité gaulliste, qui souhaitait incarner une certaine modernité, les premiers mots qu'il prononce sont en anglais, pour dire qu'il a été
élu, ce qui effectivement était très audacieux. Moi, j'ai une petite anecdote là-dessus. Felipe González, qui a été président entre 82 en Espagne et 94, racontait, il parlait français. Il comprenait très bien le français, il parlait français. Mais il disait que ça soit dans les conseils européens quand l'Espagne a intégré l'Europe ou dans ses réunions avec la présidence française, il parlait jamais en français, il se faisait accompagner toujours d'un traducteur. Tout simplement parce qu'il disait, j'ai besoin d'avoir du temps, même si je comprends ce qu'il est en train de dire, j'ai besoin d'avoir du temps pour préparer ma réponse. C'était politiquement et tactiquement aussi quelque chose qu'on utilise, que les politiques utilisent. Et puis, c'est le même cas lors du Conseil européen. Chacun parle dans la langue qu'il veut. Il y a des traducteurs. Et souvent, le président espagnol, ou la plupart du temps, il parle en espagnol, même s'il comprend en anglais. Mais s'il y a ce besoin de savoir s'exprimer au plus près de ta pensée, et ça, tu le fais dans ta langue, celle que tu domines. Donc, c'est pour ça que les arguments de Zemmour sont complètement absurdes. Allez, le coup de fil à un ami, enfin... Le coup de fil, il est venu en personne nous voir au studio 421, descendu nous voir Bertrand Galichet, grand reporter, correspondant diplomatique à la rédaction internationale de Radio France. Salut Bertrand. Bonjour. Alors dis-moi, tu as regardé précisément chez les pays qui regardent de près cette présidentielle, si tout simplement si les gouvernements étrangers ont des préférences en matière de pronostics, en matière de victoire pour l'Élysée le mois prochain. Les gouvernements votent aussi? Alors, les gouvernements, à ma connaissance, ne votent pas en France, mais enfin, ils ont quand même leur petite préférence pour le résultat de la présidentielle en France. Je ne sais pas si ça influe sur le résultat du vote, je ne crois pas, mais c'est quand même intéressant de savoir ce qui, au fond, leur tient à cœur. Et alors, par exemple, pour l'Allemagne, qui est notre principal partenaire, ils votent pour qui? Ils ont un candidat préféré? Bon, alors là, c'est très facile, c'est sans ambiguïté. Berlin vote Macron, il n'y a aucun doute. Alors, Olaf Scholz, il est dans la ligne du gouvernement Merkel, c'est un peu le nouveau venu dans la communauté. Pourquoi est-ce que Olaf Scholz a envie que Macron reste à l'Élysée? D'abord parce que Macron, c'est la stabilité. Les Allemands adorent la stabilité. C'est un partenaire qui est connu, ils s'entendent bien, ils se sont découverts, ça fonctionne bien entre eux. Ensuite, parce que Macron est très pro-européen. Et ça, c'est important pour les Allemands. Et puis, il y a aussi le leadership de Macron à l'international. Il y a évidemment l'élément nouveau de la guerre en Ukraine, même si pour l'instant les initiatives d'Emmanuel Macron n'ont pas été couronnées de succès, ça rassure un peu les Allemands d'avoir quelqu'un qui, à la faveur de la présidence française de l'Union européenne, a pris toutes ces initiatives, a fait quand même des déplacements dans les principales capitales européennes, notamment il a été à Moscou, il a rencontré Poutine, ça n'a pas fonctionné, mais... Pour Berlin, c'est important d'avoir quelqu'un qui est à la manœuvre. Les principales causes produisant les mêmes effets, est-ce que je dois en déduire qu'en Italie, par exemple, avec un Mario Draghi très pro-européen, on vote aussi Macron? Oui, sans aucun doute. D'abord, les deux s'entendent bien. Ils ont des parcours qui sont assez proches. Ce sont deux anciens banquiers. On se souvient que Mario Draghi a été vice-président de Goldman Sachs. C'est aussi l'ancien président de la Banque Centrale Européenne, l'ancien gouverneur de la Banque d'Italie. Macron, lui, a fait une partie de sa carrière chez Rothschild, comme vous savez. Et il y a un élément très intéressant sur lequel je voudrais qu'on passe quand même quelques instants rapidement, mais pour le rappeler, parce que c'est passé assez inaperçu finalement en France. Au mois de décembre dernier, Macron et Draghi ont publié ensemble une tribune dans le Financial Times pour dire que finalement la règle des 3% de déficit budgétaire, c'était l'ancien monde, qu'il fallait oublier cette contrainte et qu'il fallait maintenant, compte tenu des circonstances, investir à fond. Donc c'était avant la guerre en Ukraine. Et donc ils ont développé cette rhétorique très connue maintenant du numérique, du virtuel, des énergies éco-responsables, tout ce qui a été mis en œuvre depuis 5 ans. Ça plaît pas beaucoup aux Allemands, mais ils sont sur la même ligne. Donc peut-être une alliance à venir. Alors eux sont plus dans l'Europe, les Britanniques. C'est peut-être plus compliqué de savoir qui Boris Johnson préfère en France ou peut-être pas. Tu me diras peut-être pas du tout. Je crois que Boris Johnson, s'il avait le choix, il voterait plutôt Valérie Pécresse. D'abord parce qu'ils sont un peu de la même famille politique. Et puis, surtout, les relations entre Macron et Boris Johnson sont quand même très tendues. Il y a eu un petit rapprochement à la faveur de la guerre en Ukraine, mais ça reste compliqué. Le contentieux, on le connaît, ce sont les suites du Brexit, ce sont les questions de zone de pêche, c'est la question des migrants, c'est la circulation des marchandises à la frontière irlandaise. Donc,
tout ça fait que les relations entre la France et le Royaume-Uni, quel que soit le président en France, seront forcément, ou la présidente, seront forcément compliquées. Mais malgré tout, on peut pas dire que pour Boris Johnson, Emmanuel Macron soit le meilleur interlocuteur. Quid des deux pays qui nous intéressent beaucoup en ce moment, en tout cas qu'on regarde beaucoup de près, deux pays qui s'opposent bien, États-Unis, Russie. Nous, on se retrouve au milieu. Est-ce qu'ils ont un quelconque intérêt dans notre présidentielle ? Oui, bien sûr. Pour ce qui est des États-Unis, Joe Biden se satisfait de la présence de Macron à l'Élysée. Il voudrait bien le voir reconduit. Il sait que de toute façon, la France a besoin des États-Unis. Il y a la fameuse affaire des sous-marins australiens qui a tendu les relations entre les deux pays. Vous savez que Joe Biden a prononcé de vagues excuses dont la France s'est accommodée parce qu'elle n'avait pas le choix. Mais sur le fond, l'affaire des sous-marins elle est intéressante parce qu'elle montre que pour Biden, la France ne compte pas beaucoup. Et que les principaux interlocuteurs des États-Unis en Europe, ça reste le Royaume-Uni et l'Allemagne, même si la guerre en Ukraine, là encore, a rapproché un peu Macron et Joe Biden, parce que la France est une puissance nucléaire et parce que la France fait partie des membres permanents du Conseil de sécurité. 3 candidats avaient pu exprimer, 4 si on compte Jean Lassalle, des expressions... elle n'est pas forcément amicale, mais en tout cas pour le moins complaisante, on va dire ça comme ça, à l'égard de la Russie. Est-ce que Vladimir Poutine a un préféré parmi les 4 ? Alors, il n'a pas exprimé de préférence, en tout cas pas officiellement. La question ne lui a pas été posée. Alors, vous savez que Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon ont pris quelques distances depuis la guerre en Ukraine avec Poutine. Éric Zemmour, beaucoup moins. Concernant Emmanuel Macron, il y a une réflexion générale chez Vladimir Poutine qui est, au fond, son jugement sur l'Occident. Il le trouve faible, envahi par l'islam, focalisé sur les questions de genre, obsédé par l'idéologie féministe. Et pour Vladimir Poutine, Emmanuel Macron incarne cette dérive. C'est aussi pour cela, d'ailleurs, que Emmanuel Macron lui convient comme interlocuteur, parce qu'il le trouve inoffensif. Allez, c'est off. Jean-Jérôme, tu as appris qu'autour d'Emmanuel Macron, on réfléchit non pas à l'entre-deux-tours de la présidentielle, mais à ce qui se passe après le deuxième tour, le 25 avril déjà. Alors, ce qui est vrai, si vous voulez, c'est que en on et en off, on explique beaucoup que attention à la démobilisation, il faut faire campagne. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, Emmanuel Macron va véritablement repartir en campagne. Il n'empêche, dans la majorité, les leaders, et notamment celui avec qui j'ai déjeuné hier, eh bien, pensent que l'élection, quand même, va être gagnée. Donc, on réfléchit à l'après-deuxième tour. Et l'après-deuxième tour, d'abord, c'est quoi ? Eh bien, c'est Jean Castex, le Premier ministre, qui n'y est pas obligé, mais qui, selon cet interlocuteur, va évidemment remettre tout de suite sa démission au président de la République. Et sa démission, eh bien, elle serait immédiatement acceptée par le président de la République. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir les législatives et qu'Emmanuel Macron ne veut pas montrer que c'est juste une reconduction. Il va y avoir véritablement une campagne. Et la campagne des législatives va sans doute être beaucoup plus politique que l'actuelle campagne présidentielle. Les thèmes d'Emmanuel Macron seront au centre sûrement des débats, comme la retraite. Et il faudra donc non pas un Premier ministre débonnaire, mais une nouvelle figure avec un nouveau gouvernement. Et sûrement une femme, parce que d'ores et déjà on réfléchit aux postes, aux différents postes au sein, on va dire, de la République. Et par exemple, au sein de la majorité, on dit que si Richard Ferrand souhaitait être reconduit à la présidence de l'Assemblée nationale, ce qui pourrait être le cas d'ailleurs, eh bien, globalement, il serait sans doute reconduit. Ça veut dire que si, au niveau du 4e personnage de l'État, c'est de nouveau un homme, en l'occurrence Richard Ferrand, il faudra bien sûr une femme, voilà, à Matignon. Donc ça sera, on va dire, le premier acte de l'entre-deux tours, le deuxième acte, auquel on réfléchit également déjà, mais là c'est plus protocolaire, c'est plus show-off, c'est plus mise en scène. C'est comment Emmanuel Macron va se transmettre le pouvoir à lui-même. Bah oui, la passation. Voilà, il y aura bien une passation, elle devra intervenir entre le 24 avril et le 13 mai, donc on y réfléchit au niveau protocole autour du président. Élysée la bataille, épisode 28 avec Jean-Jérôme Bertolus, chef du service politique de France Info, Bertrand Galichet, grand reporter et correspondant diplomatique à la rédaction internationale de Radio France et la formidable équipe de correspondants, Stefano Montefiori du quotidien italien Corriere della Sera, Julia Boruta, directrice du bureau de l'ARD de la radio allemande à Paris, Juan José Dorado, journaliste indépendant et correspondant à Paris, et Richard Verly pour le quotidien suisse Le Temps. Richard Verly, auteur de La France contre elle-même aux éditions Grasset. Merci
Merci à Marina Capitaine, notre productrice et rédactrice en chef. Je suis Neila Latrousse et je vous dis à très vite. Si vous aimez Élysée la bataille, je vous conseille C'est tout comme, un autre podcast France Info qui parle de la présidentielle où Laetitia Krupa et Gaspard Ganzer décryptent la com politique des candidats, à découvrir sur votre appli de podcast préféré et sur franceinfo.fr.